Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Harry a presque failli rater le rendez-vous pour son audience disciplinaire, mais comme le titre du chapitre l'indique, il est arrivé juste à temps. Et c'est une démonstration de mauvaise foi et de jeu dangereux avec la loi auquel on va assister grâce à notre cher ami Cornelius Fudge. J'allais dire un autre nom, mais j'ai oublié que c'était Harry Potter et pas la vie réelle. Car oui, nous aussi, on va parler de déni de justice dans cet épisode. On enregistre en avril 2025, le lien avec l'actualité est assez marrant. Petit épisode à deux pour cette fois-ci. Voilà, on est sans invité. C'est un retour en douceur, dirons-nous. Ouais, et puis c'est une question d'emploi du temps aussi, qui est très chargé en ce moment. Donc voilà. Et post-convalescence, on peut dire. C'est ça. I'm alive. Il y a eu une hospitalisation, on savait pas trop quand... Voilà, la fin de la convalescence, on savait pas quand enregistrer, on pouvait difficilement anticiper. Donc J'avais encore des soins un peu, c'était un peu compliqué, mais je suis de retour. Ouais. Donc voilà, de toute façon, si vous nous écoutez en podcast, ça change pas grand-chose. On est en vidéo pour ceux qui sont abonnés sur Patreon, mais on n'est juste pas en live parce que on enregistre à une heure où ça aurait intéressé très peu de monde, je pense. Donc voilà, mais sinon, à part ça, épisode normal. Il y aura un after show aussi pour les abonnés Patreon. Mais l'after show, on va justement se détendre parce que toute l'actualité en ce moment, c'est pas Jojo. Je vous l'accorde. C'est déprimant as fuck. Donc, nous allons parler dans cet after show des théories et des headcanons les plus fous que vous ayez imaginés et qui a couru sur le web et qui court toujours sur le web. Oh, le web, c'est pas un peu... Ouais, le web, le web, ok, 2000, d'accord, mais vas-y. ok, bon, j'assume. C'est venu naturellement, donc j'assume. Mais voilà, ce sera un after show. Je pense qu'on va bien rigoler. Juste nous deux, comme cet épisode. Et on a mis à contribution nos chers Patreons. On l'a pas encore fait au moment où on enregistre, mais ça sera fait. Comme ça, on lira vos théories et vos headcanons à vous aussi. Ça va être trop marrant. Nous-mêmes, on en aura, je pense. Ouais. Et puis, sur le rythme des sorties, pour ceux qui ne sont pas sur Patreon, ça reprend normalement, voilà, à partir de maintenant, ça sera un épisode tous les 15 jours, un samedi sur deux. On essaie de revenir à un rythme normal avec les after-shows entre les sorties. Voilà. Bon, on encourage Harry, qu'on avait laissé tout stressé devant la porte au département des mystères. Et c'est parti pour un procès capital dans l'histoire, car c'est bien le retour de Harry à Poudlard qui est en jeu. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chapitre 8. L'audience. Harry réprime un cri en entrant dans un cachot qui lui semble étrangement familier. Il reconnaît l'endroit. C'est ici qu'il a vu la condamnation des Lestrange lorsqu'il est tombé dans la piscine de Dumbledore. L'ambiance est lugubre, les murs de pierre faiblement éclairés par des torches, les gradins autour de lui sont vides, mais en hauteur, des silhouettes plongées dans l'ombre chuchotent entre elles. Et la porte claque derrière lui. Une voix froide brise ce silence, et cette voix lui signale qu'il est en retard. Mal à l'aise, Harry s'excuse maladroitement, expliquant qu'il ignore le changement d'horaire. Mais on lui répond qu'un hibou lui a été envoyé et lui ordonne de s'asseoir. Harry pose les yeux sur un fauteuil au centre de la salle, muni de chaînes qui, il le sait, puisqu'il l'a déjà vu, peuvent se renfermer sur les accusés. Il avance, ses pas résonnent dans la pièce, et il s'assoit. Les chaînes s'animent légèrement, mais elles ne se referment pas. Il relève la tête et observe les sorciers et sorcières en robe prune qui le scrutent, je savais que j'allais avoir du mal à le dire, désolé, depuis les gradins. Parmi eux, Cornelius Fudge, le ministère de la magie, semble moins amical qu'à l'ordinaire. Le ministre, du coup. T'as dit le ministère. Ah oui, ministre de la magie, représentant du ministère de la magie. Excusez-moi. Très sympa ce Fudge. À ses côtés, une sorcière massive à l'air sévère porte un monocle. J'adore le style. Plus loin, une autre femme reste dissimulée dans l'ombre. Fudge déclare l'audience ouverte et demande si tout est prêt. Percy Weasley, installé au premier rang, prend déjà des notes avec application. Bah ouais, ça doit être plus intéressant que le rapport sur les fonds de chaudron qu'il a eu avec son ancien patron. Bah, j'ai pas de mémoire, son ancien patron. Bah, Barty. Croupton. Voilà.
Bah là, en fait, il a step up, enfin, il a évolué dans Il sa est carrière. greffier là, dans le procès. Bah, il est même assistant du ministre, en vrai. Au procès, il est nommé comme greffier. Ouais, mais c'est parce que c'est l'assistant de Fudge. Mais greffier, c'est un très bon métier. Et D'ailleurs, l'école des greffes est à Dijon. Il n'y en a qu'une seule en France. Voilà, je dirais rien plus. Et c'est dit que, justement, Harry, quand il voit Percy, il le cherche un peu du regard, mais Mais il réagit pas à Percy. ouais, Percy, il a Là, les c'est yeux, bon, il en peut plus. il garde les yeux sur son parchemin et il fait comme s'il le connaissait pas. Ouais, Quoi. c'est ça. C'est Il horrible. est dans le déni aussi. C'est terrible. Beaucoup de déni quand même. Hein. Ouais. Et donc, il ignore totalement Harry, comme on vient de le dire. D'une voix forte, il annonce que l'audience disciplinaire du 12 août concerne l'examen des infractions reprochées à Harry Potter. Notamment, l'usage illégal de la magie en présence de Moldus. Il liste les juges présents, donc lui-même, Cornelius Fudge, Amelia Bones, directrice du département de la justice magique, et Dolores Umbridge, sous-secrétaire d'État, et Percy, comme on l'a dit aussi, est le greffier. Soudain, une voix calme retentit derrière Harry. On annonce un témoin de la défense, Albus Dumbledore. Harry, il se retourne tellement brusquement qu'il s'en fait mal au cou. Et Dumbledore, lui, il avance sereinement, vêtu d'une robe bleu nuit. J'adore les costumes de Dumbledore. Son regard paisible, comme d'habitude. À sa vue, les murmures se multiplient parmi les membres du Major-Mago. Major-Mago, on avait déjà eu un débat. Bah, Toi, tu dis Magen-Magot. Ouais, on le prononce pas pareil, mais Ouais, de toute façon, il n'y a pas de Major-Mago. règle. Je peux pas parce que l'autre jour, j'ai parlé toute seule sur mon résumé et j'ai dit Dumbledore. Oui, je parle toute seule quand je prépare. Mais le truc, c'est que vraiment, là, pour le coup, je trouve que c'est un mot qu'aurait pu traduire, genre, ça m'énerve parce que même en français, vraiment, si ce mot existait, comment tu le prononcerais? Major-Mago. Parce que G-E-N, ouais, mais G-E-N, c'est. Je sais pas, c'est. Ouais, il y a un truc. C'est le G-E-N-M qui. Il y a un truc pas français là-dedans. Et, Ah oui, c'est vrai, parce que pour que ça fasse je, c'est G-U. Bah non. non. Parce que je dis quoi Major-Mago. Non, tu vois, t'as. Magen-Magot. Bah non, c'est mon. En fait, normalement, en français, t'aurais un accent sur le E, tu vois, en mode soit un accent grave comme gêne, soit un accent aigu comme génération, par exemple. Non, mais est-ce qu'il y a pas une signification avec le magot? Parce que mage comme mage, les grands sorciers, etc. Ouais. Et je sais pas, il peut pas y avoir un truc avec magot? Non, je sais pas. Ouais, puis je sais pas, c'est le truc où tu dis ma gêne, ma god, parce qu'il y a enfin bref, ça marche en anglais, mais ça marche pas trop en français, je trouve. Attends, on n'a pas le chat. D'habitude, il vous aide en direct et tout, et là, bah voilà, on est sans le chat et on est tout perdu. Non, mais en vrai, il n'y a pas de. Vous nous manquez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prononciation, en fait. Hein. Oui, bah on se débrouille comme on peut, mais clairement. En anglais, il n'y a pas trop de doute, ça se dit Magen Magot, voilà. Et tu prononces le T à la fin naturellement. Mais en français, bon courage tout le monde. Vous faites ce que vous voulez. Bon, du coup, on reprend le cours du procès, le début de l'audience. Certains membres du Major-Mago semblent agacés, d'autres inquiets. Deux vieilles sorcières lui adressent un signe de bienvenue. Harry ressent, lui, un profond soulagement, un sentiment de sécurité. Il tente de croiser le regard de Dumbledore, mais ce dernier ne quitte pas Fudge des yeux. Décontenancé, le ministre bafouille. Mais oui, petit vilain. Il se demande si Dumbledore a bien été informé du changement d'heure et de lieu. Et Dumbledore, avec bonne humeur, répond qu'il a dû manquer le message, mais qu'une heureuse coïncidence l'a amené au ministère 3 heures plus tôt. C'est fou. J'adore Dumbledore, il est un peu sassy là. Bah, ça va être du passif-agressif tout au long. Ouais, c'est ça. On va voir ça. Hein. Ouais. Il crée un fauteuil d'un coup de baguette et s'installe à côté d'Harry, tandis que le Major-Mago continue de chuchoter. Il a fait une entrée remarquée, Dumbledore. Mais je pense qu'il est arrivé en avance parce que il a dû anticiper. Bah ouais, il a senti l'entourloupe. Cornelius Fudge allait tenter un truc de ce genre, quoi. Décidément, Webb, entourloupe. Enfin. Entourloupe, je trouve que c'est plus ok que Webb. Mais tu vois, j'imagine bien Dumbledore là avec sa belle robe bleu nuit là, avancer comme ça. Genre, qu'est-ce qu'il y a les bitches? Je suis ici, vous m'avez pas eu. Bah, encore une fois, en ce qui concerne Dumbledore, que je préfère dans le livre que dans le film. Parce que dans le film, Michael Gambon, il a son jeu assez agressif pendant toute cette scène du procès. Il n'a pas le calme du Dumbledore. Il n'a pas ce contrôle, ce self-control de Dumbledore des livres. Ouais, pas du tout. Là, on le voit justement. Je parle de passivité, agressivité. Je sais pas si c'est le bon terme pour décrire Dumbledore, mais
il va toujours rester poli, toujours rester très calme, avec la petite malice dans les yeux, alors Ouais, c'est que Michael Gambon dans les films, il est là pour casser du fudge, quoi. Ouais, il est ultra vénère dans cette scène, alors, mais je préfère le Dumbledore des livres qui fait passer ses idées tout en douceur, en fait. Parfois, c'est le meilleur moyen. Hein. L'agressivité, ça bloque plus les gens qu'autre chose. Surtout que là, Dumbledore, tout le long de ce chapitre, pendant l'audience, il va ne faire que rappeler des faits. C'est-à-dire qu'il va être très factuel. Il va dire, mais un procès, ça se déroule comme ça. C'est-à-dire que, l'accusé a le droit à un témoin. Donc, le témoin, j'en ai un, on va l'appeler. Voilà. Il a le droit d'avoir une défense. Il va rappeler des faits et il va mettre aussi le ministre face à ses propres contradictions et ça va être assez jouissif. Fudge reprend difficilement le fil de l'audience. Il lit à haute voix les accusations. Harry aurait sciemment utilisé un sortilège de Patronus dans une zone habitée par des moldus. Et là, mes études de droit se rappellent à moi, puisque j'ai précisé que c'est une violation de l'alinéa C du décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle de 1875 et aussi de l'article 13 du Code international du secret magique. C'est précisé par Fudge. Oui. Oui. Ah, oui. J'ai cru que tu avais fait des recherches à côté. Non, donc du coup, évidemment, il check l'identité d'Harry. Vous êtes bien Harry James Potter, domicilié au 4 Private Drive, Little Winning, Surrey. Il lui demande s'il confirme son identité et il rappelle le fait qu'il a déjà eu un avertissement 3 ans auparavant. Harry acquiesce, mais tente de s'expliquer. Et en gros, Harry, il peut pas s'expliquer. Fudge, il l'interrompt, il insiste. Il savait que la magie était interdite aux mineurs et qu'il se trouvait près des moldus en plus. Et il a quand même jeté un Patronus. Et Harry répond par l'affirmatif, mais il tente de justifier son geste. Mais en fait, Fudge, il veut pas l'écouter parce que dans sa tête, le jugement, il est déjà fait, en fait. Il y avait un truc, je crois qu'on avait déjà abordé. Et c'est une question qui, pour moi, reste en suspens. Je ne sais toujours pas comment le ministère peut affirmer que Dudley était présent au moment du Patronus. C'est-à-dire que la trace ne permet pas de savoir ça. Or là, c'est annoncé vraiment comme un fait depuis le début, depuis les lettres que Harry reçoit du ministère, qu'il a lancé son sortilège du Patronus en présence de moldus. Est-ce qu'ils n'ont pas, quand ils ont une alerte comme quoi un jeune sorcier a lancé un sortilège qui leur est interdit? Alors de ce qu'on sait de la trace, non. Parce que, ils ont pas une sorte de radar? En fait, si, mais en fait, ils savent où sont les sorciers mineurs, donc qui sont concernés par la restriction de l'usage de la magie. Donc en fait, ils savent où ils se trouvent et en fait, ils savent si de la magie est fait autour d'eux. Sauf que le ministère de la magie, à notre connaissance, il sait pas où se trouvent les moldus. C'est-à-dire qu'ils savent pas où se trouvent les millions de gens sur Terre. En fait, je sais qu'ils ont pas d'écran. Mais pourtant, dans mon imagination, j'imagine des fonctionnaires devant des écrans avec des images radar et après ils ont un petit bip 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 rouge sur le sorcier et tout autour sur le radar, ils montrent s'il y a des moldus ou pas. Ouais, en fait, c'est un peu ça l'idée, mais je pense qu'il n'y a pas les moldus sur le radar. Parce que dans ma tête, si. Parce que, par exemple, on sait qu'il n'y a pas non plus les sorciers majeurs. Le ministère ne contrôle que les sorciers mineurs. Parce que sinon, ça peut poser un gros problème d'intimité. Enfin, c'est horrible de savoir où se trouve... Oui, mais les majeurs, ils n'ont pas la trace. Les majeurs n'ont pas la trace, mais les moldus non plus. C'est ça. En fait... non, c'est tout un truc, c'est que dans ma tête. En fait, le radar marche sur les moldus parce qu'il part de la trace de Harry, admettons. Ouais. En fait, je vois la trace comme une puce magique. Et en fait, quand elle s'active, ça fait un bip rouge sur les écrans. Et là, ça s'active. Parce qu'elle est là, la trace. Mais c'est exactement ça. Sauf que, en fait, ton radar, en fait, il ne détecte que le mineur. En fait, il ne détecte pas les gens autour du mineur. Pour moi, oui. Pour toi, oui, mais on sait, ça écrit, c'est dans le canon. On sait que ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça, par exemple... Ça marche comment, alors, pour détecter les moldus? Justement, en fait, pour moi, le ministère n'a aucun moyen de savoir s'il y a des moldus. Comme ils n'ont aucun moyen de savoir s'il y a des sorciers majeurs présents. Tu vois, c'est la discussion qu'on avait déjà eue. Par exemple, Ron,
quand il est au terrier, il pourrait lancer tous les sortilèges qu'il veut. Du fait du fonctionnement de la trace, il sera jamais inquiété par le ministère parce qu'en fait, ils vont juste détecter des sortilèges lancés au terrier, comme il y en a tout le temps, tous les jours, sauf qu'ils sont incapables de savoir qui lance le sortilège. Donc en fait, comme Tu crois Ron, ils ont pas un bip à chaque fois que... Bah non, ça ferait trop. Non, je sais pas. Non, mais ça, on le sait que ça fonctionne comme ça. C'est dans les livres. C'est vraiment expliqué. C'est-à-dire que, en fait, ça ne détecte que la magie qui est faite autour d'un sorcier mineur. Sauf que sans moyen de savoir si c'est le sorcier mineur qui lance le sortilège ou pas. C'est pour ça que les mineurs qui retournent chez eux l'été dans leur maison de sorcier, ils peuvent lancer des sortilèges. Bah, comme le ministère sait pas si c'est eux ou leurs parents, et comme ils savent que les parents sorciers habitent là, et bah, du coup, ils sont jamais inquiétés. Par contre, Harry, lui, c'est un autre délire parce que lui, c'est le seul sorcier de son foyer parce qu'il vit chez des moldus. Ah, mais oui, c'est ça. Donc le ministère le sait. Chose. Donc c'est pour ça que s'il y a un sortilège de provoquer chez les Dursley, ils vont tout de suite accuser Harry. T'as répondu à ta propre question alors. En fait, en gros, Harry, quand t'habites chez des sorciers, dans ta maison, ils savent que t'es dans une famille de sorcières. Donc ils vont pas, de sorciers, ils vont pas contrôler tous tes sortilèges. Ils savent qu'Harry, il est dans un quartier de moldus, dans une maison moldue. Ouais, mais forcément, comme tu dis, dans un quartier de moldus. Mais ils sont quand même assez éloignés de toute population. C'est-à-dire que là, ça se passe pas chez eux. Encore, l'attaque des détraqueurs, ça serait passé dans la maison, je dis pas. Dans un village de moldus. Ouais, mais il y a personne autour d'eux. Il y a personne, c'est abusé de l'accuser comme ça. Il y a personne, ils sont tout seuls, Dudley et Harry. Ils sont vraiment tout seuls. Et ben justement. Bah ouais, mais... Oui, mais n'importe qui peut le voir. T'as Madame Michu, elle regarde par ses fenêtres. Même de loin, elle voit un truc bizarre et tout. C'est quoi Oui. Mais le truc, c'est que... Enfin, je sais pas, de la manière dont le présente Fudge, il sait qu'il y a Dudley. Sauf que... N'oublie pas que Fudge est de mauvaise foi. Oui, mais moi... Mais après, les Dursley, je m'en souviens plus. Ils ont emmené Dudley à l'hôpital ? Oui. Après, bah voilà. Non, mais aussi, est-ce qu'ils n'ont pas enquêté ? Oui, mais ils le savent avant, parce que dès qu'Harry reçoit la lettre, immédiatement, ils disent qu'il y a eu la présence d'un... Pour moi, j'ai un headcanon par rapport à ça. La seule explication, c'est que l'information vient d'Ombrage. Ça ne peut venir que de là. Il y a une Pookie. Ah bah non, mais c'est surtout que je pense que pendant l'attaque des détraqueurs, Ombrage, elle est là, elle est cachée, et elle vérifie que son attaque se passe bien, tu vois, parce que c'est elle qui a commandité l'attaque. Moi, je suis sûr... Ah, quoi ? Attends. Moi, je suis sûr qu'Ombrage, elle est à Little Whinging. Attends, c'est elle qui a commandité le... Quoi ? Ben oui, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est Ombrage qui a commandité l'attaque des détraqueurs. C'est dans les livres ? Mais bien sûr, c'est elle. On l'apprend à la fin du livre, que c'est elle. Mais pourquoi elle a fait ça ? Bah, parce qu'elle voulait faire envoyer Harry. Voire peut-être même le tuer au passage. Non, mais bah ouais, souviens-toi. Mais on l'a déjà abordé, il y a quelques chapitres de ça. Mais non, je m'en souviens pas. Bah écoute, c'est Ombrage. C'est Ombrage qui a lancé les détraqueurs sur Harry. C'est pas Voldemort, c'est Ombrage. Bah non, moi je crois que les détraqueurs s'étaient enfuis et tout. Mais non, c'est Ombrage. Que Voldemort les avait lâchés, qu'ils ont faisait qu'à leur tête et tout. Ombrage va l'avouer à Harry et Hermione quand Harry et Hermione l'emmènent dans la forêt interdite pour lui faire croire qu'ils vont lui montrer l'arme cachée de Dumbledore à Poudlard. Et c'est juste avant qu'elle se fasse capturer dans la forêt interdite. Bon, et ben en fait, elle parle de ses détraqueurs et parce qu'elle voulait se débarrasser de Harry et tout ça, quoi. Et non, c'est bien Ombrage. Mais il y a beaucoup de gens qui ont surtout les films en tête. Enfin, parce que je crois que c'est jamais expliqué dans les films. Mais c'est bien Ombrage qui a commandité cette attaque. Et moi, je pense qu'elle est présente à ce moment-là. Et du coup, c'est elle qui informe Fudge que Harry, il a fait ça, ou directement à Amelia Bones, je sais pas. Ou Mafalda Hopcrick, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est la seule explication possible parce que la trace, selon ce qu'on sait, ne permet pas au ministère de savoir s'il y a des moldus à proximité. Après, comme tu dis, peut-être qu'ils partent du principe que Harry, c'est le seul de Little Whinging. Bah oui. Donc, ils l'accuseront coûte que coûte. Mais là, c'est quand même précis ce qu'ils savent. Ils parlent quand même de son cousin, quoi. T'as pas lancé, oui, certes, c'est précis, mais t'as pas... En fait, Harry, normalement, il a aucun moment où il a le droit de lancer un sortilège tant qu'elle est chez les Dursley. Et même dans le village et tout ça, ou la ville, la petite ville. On l'avait abordé, je suis sûr, au chapitre de la garde rapprochée. Parce que quand la garde rapprochée vient récupérer Harry, tu sais, ils envoient les Dursley loin, ils créent un faux prétexte, ils prennent Harry pour l'emmener au Square Grimoire. Et ben, par exemple, là, on a Tonks qui lance un sortilège pour de fait la malle. On s'était posé la question, mais elle a pas la trace. Elle a pas la trace, mais Harry l'a. Et il est censé y avoir aucun sortilège chez les Dursley, sinon le ministère part du principe que c'est Harry qui le lance. Mais justement, sa trace s'est pas activée puisque c'est pas lui qui a lancé le sortilège. Oui, mais le ministère ne sait pas qui lance le sortilège. Il sait juste s'il y a un sortilège et où.
Donc, par exemple, comme Harry, il est à proximité, ils savent juste Harry, sortilège, maison de Moldu. En gros, c'est que les infos qu'ils ont. Mais on était parti du principe que très certainement que le ministère avait été mis au courant que la garde rapprochée allait le chercher ce soir-là. Et donc, du coup, s'il y a des sortilèges dans la maison, Harry ne peut pas être inquiété par ça. Surtout au vu de la situation, il vaut mieux assurer les arrières, tu vois. Mais voilà. Notre procès ? Mais oui, mais c'est intéressant parce que c'est... Sinon, on va prendre de l'avance sur les autres chapitres. Et c'est un sacré plot hole quand même, ce truc de la trace. De toute façon, il y a des trucs on sait pas, quoi. Amelia Bones intervient. Elle demande si le Patronus était corporel. Intriguée par la réponse d'Harry, parce qu'il dit « bah oui, en effet », elle le questionne sur la forme de son Patronus. Harry explique qu'il prend toujours la forme d'un cerf et qu'il l'a appris l'année précédente avec Lupin. Amelia Bones est hyper impressionnée. Des murmures se répandent parmi les juges. Certains sont admiratifs, d'autres désapprobateurs. Fudge, il est agacé, il minimise l'exploit, affirmant que le Patronus, certes, il est intéressant, mais que plus le Patronus est grave et plus l'infraction est grave. Harry, il est excédé et il s'écrit que c'est à cause des détraqueurs, en fait. Et là, la salle, elle plonge dans un silence stupéfait. Amelia Bones, interloquée, lui demande ce qu'il veut dire et il explique que 2 détraqueurs ont attaqué son cousin et lui, dans l'allée. Fudge, il affiche un sourire moqueur et suggère qu'Harry a inventé toute cette histoire, profitant du fait que les Moldus ne peuvent pas voir les détraqueurs. Harry proteste avec force, détaillant l'attaque. Fudge tente de couper court, déclarant qu'il ne veut pas entendre Harry. Et Dumbledore intervient alors et annonce qu'un témoin peut attester de la présence des détraqueurs. Et là, Fudge, il est pas l'eau. Il tente de s'y opposer, mais Amelia Bones rappelle que l'accusé a le droit de présenter des témoins. Et Fudge, du coup, cède à contre-cœur et ordonne à Percy d'aller chercher la personne en question. Quelques instants plus tard, c'est une Mrs. Fig qui entre dans la salle, l'air effrayé et toujours chaussée de ses pantoufles. Dumbledore lui cède son fauteuil et fait apparaître un autre siège pour lui-même. Fudge lui demande son prénom. Je me suis posé une question. Est-ce qu'un Moldu peut venir témoigner à un procès magique ? Est-ce qu'on aurait pu imaginer Dudley comme témoin direct de ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a un truc où genre Dumbledore, il est là, il sort un peu Mrs. Fig de son chapeau de magicien, mais il y a un témoin connu de tous, c'est Dudley. Non. Parce qu'en fait, ah oui, mais ils l'ont pas oublié, Dudley. Ils l'ont pas fait. Non. Il aurait pu témoigner. Il y a un témoin. Parce que généralement, ils lancent un sortilège d'amnésie, donc il faudrait le lancer après le procès et ils prennent pas le risque que le Moldu parle. Ouais, mais là, il n'y a pas de sortilège d'amnésie chez Dudley. Ouais, mais Dudley, c'est un Moldu, il est mineur, c'est chaud, quoi. Faut faire venir les parents. Ouais, en même temps, c'est là aussi où, bon, là, de toute façon, il y a bavure et tout, le ministère est contre Harry, mais ça doit être des Moldus, c'est sa famille proche. Il habite chez eux. Ils savent que c'est un sorcier. Tu vois, bon, d'accord, il y a la loi, t'es mineur, t'as pas le droit d'utiliser la magie. Je trouve qu'on aurait très bien pu imaginer que Dudley, son cousin, explique l'attaque aussi. Enfin, c'est une victime aussi de ce truc-là. Dans un procès un peu normal, clairement. Dudley est invité. Bon, là, il y a la barrière magique Moldu. On a l'impression que Fudge, il est choqué de voir que, oh mon Dieu, il y a un témoin. Dumbledore, il a trouvé un témoin. Bon, parce qu'il était sûr de lui. Bah, il était sûr de lui, mais c'est pour ça que je me suis posé la question en mode, en même temps, t'aurais pu anticiper le fait que Harry ait des témoins parce qu'il y en a un de base, c'est son cousin, quoi. Mais bon. Alors, la vieille dame, on parle de Madame Fig, hein, évidemment. Elle répond d'une voix tremblotante, Arabella Doreen Fig. Elle précise qu'elle vit à Little Whinging comme Harry. Madame Bones est surprise parce qu'aucun sorcier ou sorcière vivant dans cette ville n'est inscrit dans leur registre, mais Fig explique que c'est parce qu'elle est une craquemeule. Fudge est dubitatif, mais il charge à Percy de vérifier cette information. Alors à ce moment-là, il y a Amelia Bones, celle avec le monocle, qui dit que le quartier est pourtant sur surveillance compte tenu d'eux, et elle finit pas sa phrase. Et moi, je me suis demandé, mais compte tenu de quoi ? Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Que Harry, c'est un ennemi du ministère, donc du coup, on surveille ce quartier. Je pense que c'est ça, mais du coup... Non, mais c'est une personne d'intérêt. Il a toujours été une personne d'intérêt, non ? C'est pas ça. Surtout maintenant, parce qu'en fait, le ministère pense que Harry dit des bêtises comme Dumbledore a expliqué que Voldemort est de retour, quoi. Au-delà de ça, je pense que Harry, il a toujours été une personne d'intérêt pour le ministère. Ouais.
Mais là, le fait que Amelia Bones, elle n'est pas au bout de sa phrase, je pense que ça veut dire en mode, c'est parce qu'on a l'ordre de surveiller Harry à fond, quoi, depuis cet été. Moi, je pense que ça veut dire un peu plus ça. Mais bon, elle finit pas sa phrase, donc on sait pas. Et le fait que le ministre, il demande à Percy de vérifier l'ascendance de Fig pour vérifier que c'est bien une crackmole, je trouve que ça annonce un peu les heures sombres qui attendent le ministère dans le tome 7, quand le ministère va tomber sous le contrôle de Voldemort, avec la traque des Némoldus, des traîtres à leur sang, etc. Il y aura contrôle des arbres généalogiques et tout. Donc là, c'est un peu bizarre, tu vois. Ah, vous êtes une crackmeule. Bon, bah, on va vérifier vos origines quand même, hein. Monsieur Weasley, Percy, vous allez vérifier ça. Hein. Encore une fois, dans l'air du temps, quoi. Ouais. Pour moi, ça fait un peu effet d'annonce parce que là, on est sur un ministère certes corrompu, mais ça reste soft pour le moment. Alors que, voilà. Ouais, soft, le procès, on repassera, quoi. Hein. Pour un procès équitable. Bah, c'est soft en mode très orienté contre Harry et contre Dumbledore. Alors que quand le ministère va tomber sous le joug de Voldemort, ça va devenir vraiment un régime totalitaire, xénophobe. Et voilà, et du coup, ça va concerner beaucoup plus de monde. Fudge demande par ailleurs si les crackmeuls peuvent voir les détraqueurs et Fig lui répond que oui, qu'elle peut voir les détraqueurs et elle semble assez indignée de cette remarque. Petite question, Fig a-t-elle réellement vu les détraqueurs ? Est-ce que les crackmeuls peuvent voir les détraqueurs ? Est-ce que tu as un avis sur la question, Marina ? Non, moi je crois que non. Pourquoi ? Je sais pas. C'est la journée headcanon. Non, la trace, c'est comme ça. Attends, je sais plus. J'avais une idée bien arrêtée lors du précédent Après, là, podcast. c'est vraiment du enfin, disons que c'est pas clair dans le livre, mais c'est l'autrice, en fait, qui a un peu clos le débat, parce que sur son ancien site officiel, à l'époque, elle avait dit que non, que Fig, elle peut pas voir les détraqueurs, mais en fait, qu'elle connaît suffisamment le monde de la magie pour reconnaître les effets de ces créatures. Voilà. Donc, en fait. Tu vois, j'avais raison. Ouais. Non, mais t'as eu raison. Fig va mentir dans ce procès. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas les voir. Donc, elle ment. Moi, je me suis demandé, est-ce qu'elle ment sur conseil de Dumbledore ? Ouais, je pense. Ou est-ce que c'est de son plein gré ? Si c'est Dumbledore qui lui a conseillé de dire qu'elle voit les détraqueurs, moi, je trouve ça ultra risqué, en vrai. C'est-à-dire que pourquoi prendre ce risque de mentir ? Bah, il pourrait la tester en plus. Mais surtout que je pense que c'est ça, c'est que le ministère pourrait très bien mener l'enquête et prouver que des crackmeuls ne peuvent pas avoir des détraqueurs. Oui, mais je pense qu'en fait, il a compté sur l'effet de surprise. Déjà, il comptait pas à ce qu'il soit que Dumbledore soit au procès. Il pensait être tranquille face à Harry, face à un ado. Et en plus, la deuxième surprise, Dumbledore, non seulement il arrive au procès malgré tout, mais il apporte un témoin surprise. Qui aurait vu le détraqueur ? Donc en fait, l'effet de surprise les a empêchés de faire ce genre de truc, je pense. Ouais. Moi, je trouve que le risque, il est trop important pour penser que c'est Dumbledore qui lui a dit. Moi, je pense que Dumbledore, il le montre pas, mais il est un peu en mode « oh shit », tu vois, quand elle dit qu'elle peut voir le détraqueur. Oui, mais il l'a préparé au procès. Oui, il la prépare, ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle prend un peu la mouche, Madame Fig, en mode, tu sais, elle le prend mal, la question de Fudge, qui lui dit, mais vous êtes crackmole, vous pouvez voir les détraqueurs. Et du coup, comme elle est un peu indignée, bah, tu vois, elle améliore la réalité, alors que, tu vois, elle peut pas voir les détraqueurs, mais du coup, elle a pris un peu, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai l'impression que c'est en réaction au comportement de Fudge qu'elle édulcore un peu son récit, tu vois, et son témoignage. Parce que, en vrai, je me suis dit ça, c'est que elle a pas besoin de les voir. C'est-à-dire que ce qui importe, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de son récit, ce qui va convaincre le jury, c'est quand elle explique ce qu'elle a ressenti, plus que ce qu'elle a vu. Elle a pas besoin de mentir, c'est pour ça que je vois pas Dumbledore lui dire « Ah, surtout, évoquez pas le fait que vous pouvez pas les voir. Prétendez le contraire. » Mais bon, après, c'est moi, quoi. Et soit dit en passant, j'ai toujours trouvé ça étrange qu'elle puisse pas voir les détraqueurs en tant que crackmeule, parce que finalement, Fudge, par exemple, il voit bien Poudlard. Il travaille à Poudlard en tant que concierge. Donc, on sait que les crackmeuls, ils ont accès... Non, pas Fudge, Rusard. Rusard, pardon. Je bah ouais, c'est oui, normal. j'ai mis Fudge. Rusard, il travaille à Poudlard. Pourtant, c'est un crackmeul. Or, si t'es un moldu, tu vois même pas Poudlard. Oui, mais est-ce que tu peux faire une exception pour quelqu'un pour désactiver le charme de désillusion ? Enfin, d'illusion. Peut-être, après, on peut tout imaginer, mais
Moi, j'aime bien l'idée que les Crackmeuls, quand même, ils ont un truc en plus que les Moldus. Ils peuvent accéder au monde de la magie, c'est juste qu'ils peuvent pas faire de la magie. Ils peuvent pas avoir une baguette et jeter des sortilèges. Ils ont pas de magie en eux, mais par contre, et c'est pas des Moldus non plus, quoi. Et la preuve avec Rusar. J'allais redire Fudge. La preuve avec Rusar. Tu vois, Rusar, c'est un Crackmeul, mais pour autant, il vit à Poudlard. Je trouve ça un peu contradictoire. Bon, qu'on a un Crackmeul qui vit à Poudlard et d'un autre côté, on apprend qu'ils peuvent pas voir des créatures magiques comme les Deathrakers. Mais bon, c'est l'autrice qui l'a dit, amen. Malgré ces révélations, Fig explique ce qu'elle a vu, entre guillemets, alors qu'elle était sortie acheter de la nourriture pour ses chats à 9h du soir. Sirius, il aimerait bien notre chat, il aimerait bien qu'on sorte à 9h du soir pour acheter la nourriture. Ça, pareil, je me suis demandé est-ce que c'est un détail vrai ou pas. Je sais pas. Enfin bref, elle a entendu un bruit étrange, puis elle a vu des Deathrakers qui couraient. Alors Bones lui demande vraiment si les créatures couraient, et Fig se reprend en précisant qu'elle glissait le long de l'allée entre Magnolia Crescent et Wisteria Walk, c'est pas facile à dire, en direction des deux garçons. Bones lui demande comment ils étaient, et Fig répond que l'un d'eux était corpulent et l'autre plutôt maigrichon, en décrivant Dudley et Harry donc, alors que la question portait évidemment sur les Deathrakers. Alors j'aime bien cette petite pointe d'humour parce que ça montre que Fig, elle est nerveuse déjà, par le procès et tout ça, elle est stressée, mais elle est aussi à côté de la plaque de façon générale, quoi. J'ai toujours aimé ce Après, petit si trait elle d'humour. ment, forcément. Oui, c'est ça, c'est que elle ment, donc peut-être aussi, du coup, elle est pas très à l'aise, quoi. Parce qu'en plus, ils sont assez sévères dans Harry Potter. Tu fais un petit truc, j'ai l'impression que tu te retrouves à Azkaban avec les Deathrakers. Mais justement, s'ils l'apprennent en train de mentir durant un procès, qu'est-ce qui... Parce qu'en France, par exemple, c'est de l'obstruction, je crois. C'est ça? Non, je suis pas sûr que ce soit le terme exact, mais... Je sais plus. Enfin, t'es sous serment, hein, donc je sais plus comment ça s'appelle. Mais qu'est-ce qu'elle risque? Azkaban, je pense. Il n'y a pas 36 000... Non, mais Azkaban, t'as trop de contraventions. Azkaban. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de travail d'intérêt général. En fait, tu te retrouves avec les plus gros criminels alors que toi, t'as fait un excès de vitesse. Ah, c'est pour ça, je trouve que c'est trop risqué qu'elle monte sur ce point précis. Je veux dire, toute sa défense pourrait être mise à mal sur ce détail-là qui n'a aucune importance. C'est pour ça, je pense qu'elle prend l'initiative de mentir sur ce point-là. Fig décrit alors les Deathrakers comme étant grands et avec des capes. Harry commence à déprimer parce qu'il se rend compte que sa voisine n'a sûrement jamais vu un Deathraker de sa vie, pour les décrire comme ça. Deux sorciers dans l'assistance se mettent même à ricaner. Heureusement, Fig poursuit en décrivant ce qu'elle a ressenti. Tout est devenu froid, elle a eu l'impression que le bonheur avait quitté le monde et elle s'est souvenue de choses terrifiantes. Je me demande ce qu'elle a pu bien voir face aux Deathrakers. On s'était posé la question pour Dudley. Mais Madame Fig aussi a été impactée par le pouvoir des Deathrakers. Qu'est-ce qu'elle a vu? Chacun aura sa théorie. Elle a plus ressenti que vu. Elle dit qu'elle a vu des choses dans sa tête, en fait, face aux Deathrakers. Qu'elle a eu des visions horribles. Non, elle s'est souvenue de choses terrifiantes, voilà, précisément. Mais donc, on peut imaginer des choses terrifiantes de son passé, quoi. Mais après quoi? Je ne sais pas. Peut-être que c'est lié à des chats, des trucs horribles qui se sont passés avec ces chats, je ne sais pas. La vieille dame explique que les créatures se sont avancées vers Harry et Dudley avant que ce dernier, Harry, ne tombe à terre. Donc Harry, lui, il est parvenu à lancer un Patronus au bout du 3e essai, puis le Patronus a chassé les 2 Deathrakers. Fudge, qui rangeait des papiers sans la regarder pendant son témoignage, un grand signe de respect, il lève les yeux vers elle. C'est comme quitter un tribunal avant que le jugement soit prononcé entièrement. Je dis ça, je dis rien. non, mais oui, ça rappelle l'actualité un peu. Donc Fudge, qui n'a pas vraiment écouté Madame Fig depuis le début, il lève les yeux vers elle au bout d'un moment pour lui demander d'un air agressif si c'est bien ce qu'elle a vu, et cette dernière répond que c'est ce qui s'est passé. Alors c'est bien cette petite punchline qu'elle a parce que comme elle ment et que ça n'a pas bien commencé, là j'aime bien, parce que Fudge lui demande « Est-ce que c'est ce que vous avez vu ?» Elle fait « Non, c'est ce qui s'est passé. » Donc c'est pas mal. Fudge congédie Madame Fig qui quitte la salle d'audience après avoir lancé un regard effrayé à Fudge puis Dumbledore. Lorsque la porte se referme, Fudge conclut que ce témoin n'était pas vraiment convaincant, mais Madame Bones, elle, trouve que Fig a bien décrit les effets que provoquent les Deathrakers. Fudge rétorque que de toute façon, ça ne fait aucun sens que 2 Deathrakers se trouvent là, dans ce quartier moldu. Dumbledore prend alors la parole
et il affirme que personne dans cette salle ne peut croire que les créatures se trouvaient là par hasard. Le ton de Fudge devient glacial quand il lui demande de clarifier son propos. Dumbledore répond simplement que les détraqueurs ont agi sur ordre, un ordre qui ne venait pas du ministère de la magie. Fudge est scandalisé. Les détraqueurs sont les gardiens d'Azkaban et ils n'obéissent qu'au ministère. Affirmer le contraire serait complètement ridicule. Dumbledore dit alors que si tel est le cas, il faut savoir pourquoi quelqu'un au sein du ministère a commandité cette attaque. La sorcière à la droite de Fudge, qui était restée plongée dans l'obscurité jusqu'à présent, cette sorcière se redresse en avant, faisant ainsi découvrir son visage. Elle a une tête flasque et un cou inexistant comme Vernon, et une bouche large et molle qui lui donne un air de gros crapaud. Fudge annonce alors Dolores Jane Ombrage, sous-secrétaire d'État auprès du ministre. Tin, tin, tin. La voilà. Je sais pas si on est ravis de la voir. L'affreuse. Alors, comme on l'a déjà dit, l'autrice, elle utilise souvent des métaphores animales pour introduire ses personnages, et là, c'est peut-être un des exemples les plus connus. Ombrage est Franchement, présenté bravo comme à l'actrice qui a pris ce rôle. Oui. Parce que vu la description, c'est pas facile. Imelda Staunton, d'ailleurs, qui, je trouve, a un physique beaucoup moins ingrat que la description qui est faite dans les livres. Moi, j'ai toujours... Elle va jouer la reine d'Angleterre dans les dernières saisons de The Crown, c'est ça, non? Je sais pas. Ouais. Elle a déjà joué dans The Crown, non? Ah bon? Ah, Non, je sais elle plus. va jouer, je crois. Ah, peut-être. Mais elle a joué dans pas mal de séries. C'est une actrice assez connue. Elle joue au théâtre aussi, évidemment. Mais clairement, moi, c'est quand je lis le livre, j'imagine pas du tout l'actrice d'Imelda Staunton. Elle est vraiment beaucoup plus horrible physiquement que ça. Elle a les yeux globuleux, elle a la bouche molle. Enfin, voilà. Imelda Staunton est assez apprêtée, je trouve, par rapport à sa description dans les livres. Et là, j'ai gardé une citation pour montrer à quel point Rowling pousse la métaphore du crapaud. Ses grands yeux ronds sortaient légèrement et leurs orbites et le petit nœud de velours noir perché sur ses cheveux courts et bouclés avaient l'air d'une grosse mouche qu'elle s'apprêtait à attraper d'un coup de langue visqueuse. Je trouve ça assez génial comme manière de présenter et d'introduire un personnage. Tout de suite, on se fait une image mentale par rapport à cette métaphore animale, quoi. Quand Ombrage prend la parole, Harry est surpris d'entendre une petite voix de petite fille. C'est dit qu'il s'attendait à l'entendre coasser. Là, encore une fois, on reste sur la métaphore. D'un ton minaudant, Ombrage dit que pendant un instant, elle a cru entendre Dumbledore suggérer que c'est le ministère qui a lancé l'attaque, puis elle éclate d'un petit rire aigu à cette idée. C'est coassé ou croassé? Non, c'est coasser. Ah bon? Bah écoute... Parce que moi, je dis croassé. Bah ouais, mais... Je dis mal depuis toujours. Attends, à vérifier, mais je pense que... Non, alors, coasser, c'est pousser un cri pour un crapaud, une grenouille, et croasser... Non, croasser, c'est plus pour un corbeau ou une corneille. Ah. Voilà. Mais moi aussi, ça m'a fait bugger. J'utilise pour les crapauds aussi. Je dis les grenouilles, j'entends les grenouilles croasser. Non, c'est plus coasser. Coasser, Ouais. ok. Ouais. Ah bah tu m'apprendras un truc aujourd'hui. Bah, on en apprend tous les jours grâce à Harry Potter. Dumbledore, loin d'être perturbé, confirme calmement, oui, soit quelqu'un du ministère a ordonné cette attaque, soit les deux détraqueurs ont échappé au contrôle du ministère. Dans un cas comme dans l'autre, il est certain que le ministère va mener une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur cette affaire. Et Fudge, rouge de colère, c'est même dit qu'il est magenta de colère. Magenta ou Majango? Magenta. Fudge lance à Dumbledore que ce n'est pas lui qui décide ce que doit faire le ministère ou non. Et le directeur précise avec le même ton calme qu'il exprimait simplement sa confiance dans le ministère. C'est vraiment une joute verbale entre les deux. Hein. De toute façon, Fudge souligne que l'objet de cette audience n'est pas la conduite des détraqueurs, mais bien les infractions au décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle commises par Harry Potter. Dumbledore ne contredit pas ce point, seulement il rappelle qu'au vu de l'article 7 du décret, et il balance les termes comme on a vu plus tôt, il a fait ses recherches. Il a fait ses petites recherches. Un sorcier peut faire usage de la magie devant des moldus si c'est une question de vie ou de mort, par exemple. Est-ce que tu crois qu'il a fait ses recherches sur le web? Non, je pense qu'il fait partie des sorciers qui ont écrit la loi, donc ils la connaissent très bien, tu vois. Sans cette loi-là, je sais pas, mais c'est ce qu'il dit souvent du règlement de Poudlard.
Il fait, je connais très bien le règlement pour en avoir écrit une bonne partie, quoi. Et je pense que Fudge, il prend trop plaisir en ce moment, en fait, à Je sais pas. essayer de mettre mal le petit protégé de Dumbledore. Parce que on l'a vu précédemment, Fudge, il est ultra jaloux de Dumbledore. Oui. Parce que Fudge, à la base, il devait pas être nommé Premier ministre. Il voulait Dumbledore, en fait, les gens du ministère. Et du coup, ça le touche dans son ego, en fait. Et au départ, il a demandé pas mal d'aide à Dumbledore. Et puis après, il a eu trop peur que Dumbledore, finalement, veuille sa place, machin truc, histoire d'ego. Et finalement, je pense que c'est une histoire d'amour-haine, d'admiration-haine envers Dumbledore. Bah là, il y a une vraie fracture entre les deux. C'est que jusqu'à présent, il y avait eu des relations cordiales entre Fudge et Dumbledore. Et c'était dit même que Fudge envoie tout le temps des courriers à Dumbledore pour lui demander son avis. Parce qu'en fait, c'est un incompétent. Il a besoin qu'on le conseille. Il sait pas prendre des décisions tout seul. Et puis, il se repose beaucoup sur Dumbledore, qui est quelqu'un de beaucoup plus sage, beaucoup plus savant que lui. Sauf que, effectivement, quand il annonce le retour de Voldemort à la fin du 4, lui, Fudge, comme un crétin, il voit ça comme une tentative de semer la zizanie. Bah oui, c'est ça. Voilà. Et donc de là, montrer qu'il est en échec puisque Voldemort est revenu sous son mandat, etc. En fait, il pense qu'à lui et à sa carrière politique. Et là, pour la première fois, Fudge se retourne contre Dumbledore et il veut... Excuse-moi, je vois tes notes et vous allez savoir pourquoi je rigole après. T'es à fond dans l'actualité en ce moment. Mais Fudge, c'est une première pour Fudge de se retourner contre Dumbledore parce qu'il le voit comme une menace et ça, c'est jamais arrivé. Et c'est pour ça que je pense qu'il veut asseoir son autorité, d'où le Mag et Maggot, d'où ce procès qui n'a pas lieu d'être dans cette salle avec autant de jurés. Il veut vraiment asseoir son pouvoir, chose que il avait jamais fait jusqu'à présent, quoi. Mais parce qu'il se sent menacé de manière complètement stupide. Donc, le recours au sortilège du Patronus, selon Dumbledore, rentre précisément dans les circonstances exceptionnelles qui sont prévues par la loi. C'est-à-dire, est-ce que c'est une question de vie ou de mort ? Là, très clairement, oui, c'était une attaque de détraqueurs. Mais Fudge doute du fait, de toute façon, que des détraqueurs se soient retrouvés réellement là, à Little Whinging, cette nuit-là. Donc, de toute évidence, Harry n'a pas eu besoin de sauver sa vie, ni celle de son cousin Moldu. Dumbledore explique que, dans ce cas, si le tribunal doute des déclarations du témoin oculaire, alors ils peuvent l'interroger à nouveau. Fudge, il est dans ses papiers, là, il bredouille, qui veut régler cette affaire au plus vite, mais Dumbledore tranche. Ne pas rappeler le témoin autant de fois qu'il le faut serait un grave déni de justice au vu des circonstances et des enjeux du procès. Et là, Fudge, il a cette répartie incroyable. Il crie « Déni de justice, c'est vous qui le dites !» C'est vraiment un gamin, c'est pas toi. C'est comment qu'est-ce que disent les enfants ? Ah, c'est toi, c'est celui qui dit. C'est celui qui dit qui est. C'est vraiment ça. C'est hallucinant. Et mais oui, c'est là où tu voyais mes notes. Mais c'est vrai que le thème est bizarrement d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment, l'ère de post-vérité, le déni de justice, que ça soit aux États-Unis ou même chez nous, hein, avec l'extrême droite. Mais là, clairement, je me suis dit, au vu de l'actualité, Fudge, c'est vraiment un Trumpiste de ouf, quand même. C'est Trump dans ce chapitre. Fudge, mais plutôt Ombrage, quand même. Ombrage, elle est pire que Fudge. Ombrage, elle est pire, mais Fudge, c'est vraiment le Trumpiste, là, je trouve, parce que il est en mode, j'ai le pouvoir, je contrôle tout, peu importe la réalité, peu importe les faits. Comme Ombrage. Oui, mais parce Ombrage aussi. Elle est prête à user de la torture. Elle est encore pire. Ouais, non, mais oui. Alors, je dis pas qui torture, enfin, on n'a pas la preuve, mais enfin, c'est pas grave, je veux pas être complotiste, les gens, ils vont croire que je suis complotiste. Mais je sais pas, Ombrage, elle se rapproche plus. Fudge, je dirais que c'est le politique classique, tu vois. C'est un bayrou. Peu importe ce qui lui pend aux fesses, Pour il moi, fait sa petite vie. C'est à fond Donald Trump. Moi, je verrais peut-être un Parce que regarde, tu vois, les faits. En fait, lui, son objectif, il veut virer Harry de Poudlard. Il veut ternir la réputation de Harry. Peu importe les moyens. C'est-à-dire, peu importe la réalité. Oui, mais ça, est-ce que c'est pas le propre de tout politique qui arrive au pouvoir ? Ouais, mais bon, on vit quand même dans une drôle d'époque. Parce qu'on sait, monsieur et mesdames les politiques, que vous avez fait des choses pas bien pour arriver où vous êtes. Oui, c'est ça. Pour n'importe quel parti, on le sait. C'est ça. Là, c'est vraiment nier la vérité, mais juste pour aller dans ton sens. Voilà. Donc ouais, appelez ça comme vous voulez. Trump, Le Pen, vous appelez ça comme vous voulez.
Fudge explique de toute façon que Harry a toujours raconté n'importe quoi et que Dumbledore a peut-être oublié le sortilège de lévitation il y a 3 ans. Harry se défend en protestant que c'était pas lui mais un elfe de maison. Et Fudge y voit une nouvelle preuve. Un elfe de maison dans une maison de Moldu, non mais vraiment. Mais pas de chance. Ou t'allais faire Hagrid Le Pen. Mais pas de chance, Dumbledore explique que l'elfe en question travaille à Poudlard et qu'il peut le convoquer ici dans un instant afin qu'il témoigne. Il a réponse à tout, quoi. Dumbledore, ça met Fudge hors de lui. Mais voilà, Fudge, il a pas vraiment le temps d'écouter des elfes de maison. Et puis, Harry, il a gonflé sa tante comme un ballon. Ce à quoi Dumbledore réagit en remerciant Fudge de ne pas avoir poursuivi Harry à l'époque, car dans sa grande mansuétude, je cite, il a considéré que même les meilleurs sorciers ne contrôlent pas toujours leurs émotions. Et c'est intéressant ce passage parce que ça ramène Fudge à ce qu'on disait, au fait que jusqu'à présent, il agissait sous les conseils de Dumbledore, parce que c'est sûrement Dumbledore à l'époque qui a demandé à Fudge de protéger Harry quand Sirius Black s'est enfui d'Azkaban, et il le ramène un peu à ça. C'est genre, bah oui, mais c'était votre décision, quelque part, de pas tenir compte de pas poursuivre Harry quand il a pété un câble face à sa tante. Donc, revenez pas sur une décision que vous avez prise à l'époque, quoi. C'est intéressant. Fudge renchérit en évoquant cette fois le comportement de Harry à l'école. Et sur ce point, Dumbledore est ferme. Le ministère n'a pas son mot à dire quant au manquement au règlement de la part des élèves. Comme il le lui a déjà rappelé le soir de l'attaque, le ministère ne peut pas renvoyer des élèves de Poudlard, ni confisquer une baguette avant le procès, au passage. Et Dumbledore est super fort dans le passif agressif. Par exemple, quand il dit dans votre admirable empressement à veiller au respect de la loi, vous semblez vous-même, par inadvertance, j'en suis convaincu, négliger certaines dispositions. Je trouve que ça résume bien le ton qu'il emploie. C'est tellement plus efficace que l'angle d'attaque de Fudge. Parce que par exemple, quand on est agressif envers moi, bah, ça va me bloquer et tu obtiendras rien de moi. Par contre, sur un ton calme, ça peut plus m'agacer et m'inviter à réagir, tu vois. Ah, puis Dumbledore, il est fort. Enfin, il maîtrise le verbe parce que c'est ça. Il est poli, il reste dans la politesse et dans le respect. Mais en fait, il y a un sous-entendu, c'est-à-dire qu'il pense pas du tout ce qu'il est en train de dire. Dans votre admirable empressement à veiller au respect de la loi, c'est pas... Dumbledore sait que c'est pas ce que Fudge a fait. C'est-à-dire que il avait pas d'admirable empressement à veiller au respect de la loi. Non, il voulait juste attaquer Harry. De toute façon, il était surveillé pendant tout l'été. Au moindre faux pas, c'était le prétexte à le faire renvoyer de Poudlard. Et si on lit cette phrase, on peut très bien l'accorder à Marine Le Pen en ce moment. C'est fou, mais c'est vraiment d'actualité. Fudge répond la bave aux lèvres presque que les lois peuvent être modifiées. Ouais, mais désolé, ça m'a fait penser trop à l'actualité. Non, mais c'est vrai. C'est fou. Non, mais là, la coïncidence a été folle par rapport à vraiment ce qui se passe en ce moment. Dumbledore confirme, d'autant que Fudge ne s'en prive pas de changer la loi, comme réunir par exemple un tribunal pénal au complet pour juger simplement d'un usage de la magie chez un sorcier de premier cycle, juste après avoir viré Dumbledore du Magen-Maggot, soit dit en passant. C'est quand même étrange, non ? Alors là, il y a plusieurs sorciers et sorcières qui semblent mal à l'aise dans l'assistance, dans les gradins, suite aux propos de Dumbledore. Je peux comprendre, ça doit être un peu genre, il a raison, pourquoi on est là, nous ça doit être un peu ça leur a pas tilté avant. Ouais, ils sont là un peu mal à l'aise. On c'est ressent vrai, parce que Harry, il a quel âge à ce moment-là ? Bah là, il a 15 ans. C'est 5, il a 15 ans. Des adultes dans un vaste cachot avec un fauteuil qui a des menottes quand même, qui pendent à pattes. Et ça ne leur pose pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Ils se sont pas trop posé la question. Jusqu'à là, on a l'impression, ils sont là, ouais, bon, ok. Alors que clairement, c'est... tu réunis pas le Magen-Maggot pour ce genre d'affaires. Bah non. C'est pour des affaires criminelles. Ça va, quoi. Le directeur ajoute que, malgré tout, ils sont ici pour juger Harry sur une infraction précise, pas sur l'ensemble de sa carrière, quoi, et qu'il a présenté sa défense dans les règles. Maintenant, à eux de rendre leur verdict. Fudge lance un regard noir à Dumbledore. Harry, lui, il cherche un peu de réconfort auprès du directeur, mais ce dernier l'ignore et se contente de fixer les juges qui parlent à voix basse. Harry se demande si c'est une bonne idée de demander un verdict maintenant, car il n'a pas vraiment eu l'opportunité de faire entendre son point de vue et tout s'est déroulé rapidement. Surtout qu'en fait, ils l'ont pas laissé parler. En fait, il l'interrompait tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça, dans ta partie au début du procès, il pouvait pas en placer une. Insupportable.
Harry hésite d'ailleurs à prendre la parole pour s'adresser au ministre, mais sa gorge est nouée par le stress et il finit par fixer ses chaussures, se sentant incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Non mais t'imagines, 15 ans, Bah ouais, c'est un le traumatisme. Jérémy de 15 ans face à tant d'adultes. Surtout que... Déjà que le Jérémy de 34 ans n'aime pas appeler au téléphone, par exemple, pour réserver un restaurant. Je laisse ça là où vous voulez. Non, mais surtout que... Et c'est ça qui est terriblement frustrant dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et c'est un truc peut-être aussi qui en fait le livre peut-être le plus adolescent. C'est que on vit l'injustice avec Harry. C'est qu'il n'est pas en train de mentir. Bon, Madame Fig a menti. Mais lui, Harry, il est dans son droit. Il s'est défendu. Il a défendu pour sa vie. C'était légitime. Il a protégé son cousin. Il est tout à fait dans son droit. Et tu sais, quand t'es jeune, c'est le début un peu où ouais, tu vas te politiser, tu fais tes premières manifs parce que tu... Non. T'as fait des manifs, ça? Bah, bien sûr. Ah ouais, moi je n'ai jamais fait. Désolée, je suis pas militante. Ah ouais? Mais moi, j'ai jamais fait. Au-delà de ça, bon, puis tu sais, il y a le truc des parents. Vraiment, il y a des parents, t'avais pas forcément le droit de manifester. Enfin bref, au-delà d'une quelconque politisation, je pense que tous les adolescents ressentent une injustice à un moment. C'est injuste ce qui m'arrive. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc universel d'adolescence. Non, mais franchement, les adultes, ils comprennent vraiment rien. Ils sont totalement déphasés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai eu les deux. Enfin, j'ai pas eu une grosse crise d'adolescence en mode mes parents, mais forcément des trucs où genre tu sens que le comportement de tes parents est injuste envers toi, et puis que la société t'en veut, et que voilà. Après, ça va mieux en tant qu'adulte avec les parents. Oui, non. Mais je veux dire, dans le sens d'injustice, c'est qu'une fois qu'on est adulte, on se détache de nos parents et on a notre indépendance. Mais en fait, à l'âge adulte, on est totalement différent de nos parents, on n'a pas les mêmes habitudes, une manière de vivre, manière nana. Enfin, après, ça dépend, hein. Tout le monde peut être hyper proche de ses parents et se reconnaître. Mais par exemple, pour moi, je me sens hyper différente de mes parents. Pour autant, en fait, j'avais raison quand j'étais ado sur me sentir différente. Mais le problème, c'est quand t'es ado, on n'a pas notre indépendance, en fait. On doit suivre jusqu'à notre majorité l'avis de nos parents, leurs décisions. Donc, on se sent piégé, en fait. Mais après, tant mieux que quand on est ado, on a cette envie militante aussi. Parce que, certes, il y a notre génération, mais les jeunes générations sont l'avenir de la planète, en fait. Donc, on espère qu'elles feront du meilleur boulot que celle actuelle. Ouais, il y a un côté l'injustice qu'on ressent est pas forcément légitime, tu vois, il y a un côté un peu on vit tout à 1000% et mais oui, c'est ça, t'as les hormones. Ouais. T'as les hormones, t'as les sentiments à 1000%. Ouais. Tu ressens. C'est ça aussi qui... Alors, l'adolescence, hein, les hormones et tout, mais ça manque de ressentir tout à 1000%. Ouais. Tu sais, genre, par exemple, l'amour, tu vois, les bonnes ondes et tout, ça explose dans ta tête, que tu penses qu'à ça, machin. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est mariée depuis 4 ans, ça fait bien longtemps que je ressens plus les choses à 1000%. La routine pantoufle. Non, mais je trouve que c'est vraiment un truc réussi dans ce tome 5, c'est que tu vis l'injustice avec Harry à 1000%, quoi, et c'est un truc très ado, quoi. Et là, dans cette scène notamment, parce que t'es là en mode, mais il a pas à être là, il a pas à être dans ce procès, il a pas... Le ministre de la magie a pas lui parler comme ça. Enfin, c'est quoi? Tu vois, genre... Tu sais, c'est comme s'il avait volé 4 millions comme ça oui. Au service public, au fonds public. C'est fou, ça. Il y a toi aussi. Il y a pas que moi. Mais non, mais on vit dans un cauchemar en ce moment. J'ai besoin de l'exprimer. Mais ouais, je trouve que c'est très prégnant dans ce tome 5 et notamment dans cette scène parce que t'es là en mode c'est vraiment injuste. Fudge, il a beau être ministre de la magie, il s'acharne contre un ado de 15 ans qui est pourtant dans son bon droit. Et ouais, ça me rappelle mes souvenirs de lecture quand j'étais plus jeune et t'es là en mode t'es d'autant plus du côté de Harry parce que les adultes sont complètement à côté de la plaque, le ministère est à côté de la plaque et ça fait du bien de voir Harry être contre le ministère. Même tout ce tome 5, ça va être l'armée de Dumbledore qui va se former pour faire une association secrète qui va se liguer contre Ombrage et ses cours de merde. Il y a un truc qui est vraiment très adolescent qui me rappelle mes années de façon nostalgique de lycée, plus lycée que collège. Mais j'adore, quoi. Ça me replonge vraiment dans l'adolescence. Les amis, on n'a pas eu l'occasion de parler d'un truc parce que j'ai commencé à regarder pendant ma convalescence, pendant l'hôpital.
White Lotus, The White Lotus. Parce que je pense à Lucius qui aussi harcèle un gamin de 11-12 ans. Et ça me fait penser, si vous voulez regarder, si vous voulez voir la baguette de Lucius Malfoy, regardez The White Lotus et vous aurez une belle surprise au cours de la saison. Pourquoi tu le dis maintenant? Pardon. Tu pensais maintenant et tu... Bah oui, parce que sinon je vais oublier de leur dire, c'est hyper important. Tu vois. Et cela conclut notre débat sur l'adolescence dans le tome 5. Tu vois, je suis toujours une ado. T'as moi un truc que j'ai oublié de dire un petit peu plus haut, tu sais, sur la citation de Dumbledore qui... qu'est-ce qu'il disait? Je l'ai plus, désolé, mais il citait le mot mensuétude. Oui. Dans votre grande mensuétude. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? La mensuétude. Non. Peut-être, comment dire? J'arrive pas à l'exprimer, mais je vois à peu près le truc, mais dans votre grande bonté, sagesse, non? C'est pas ça? J'arrive pas à retrouver la citation. Mais oui, c'est un petit peu ça. C'est la disposition à pardonner généreusement. En gros, la mensuétude. Est-ce que tu as de la mensuétude? De pardonner? Est-ce que tu es disposé à pardonner généreusement? Non. Et toi? Oui. Généreusement, non. La mensuétude. Ah, je sais pas. Ça dépend pourquoi. Je pense que c'est vrai. J'ai l'impression que c'est un truc général un peu. Tu vois, genre c'est une qualité ou un attribut que t'as et qui se porte sur tout et n'importe quoi. Pardonner généreusement. Pardonner, oui, mais généreusement pour tout. Je laisse des chances. Une chance. Genre, on m'a fait un mauvais coup, on était méchant, machin, c'est mal comporté. Ok. Ça peut arriver, mais c'est répétitif, non. Est-ce que c'est de la mensuétude ou pas? De donner une chance, au moins. En tout cas, on apprend du nouveau vocabulaire avec Harry Potter. C'est beaucoup plus intello que moi et la baguette de Jason Isaac. La mensuétude. Voilà. Alors, le murmure des conversations s'arrête progressivement et Madame Bones appelle ceux qui sont partisans d'abandonner les charges. Harry lève la tête avec angoisse, mais il voit des mains se lever, beaucoup de mains, assurément plus de la moitié. Madame Bones appelle ensuite les partisans d'une condamnation, et seul Fudge et une demi-douzaine de juges lèvent la main, dont le crapaud à sa droite. D'un air dégoûté, Fudge baisse la main et dit d'une voix qui peine à masquer sa rage, « Les charges sont abandonnées ». Dumbledore se félicite d'un petit « excellent » en se levant énergétiquement. Il fait disparaître les deux chaises, il souhaite une bonne journée à tout le monde, puis il quitte la salle d'audience sans accorder un regard à Harry. Allez, ciao ciao. Merci Jérémy pour ce chapitre. Bah merci Marina et merci à l'invité qui était un fantôme de Poudlard sur cet épisode. Alors, est-ce que tu as retenu un personnage en particulier sur ce chapitre? Je pense qu'on a le même. Hein. Je suis pas sûre. Tu vas penser que j'ai choisi Madame Fig? Non. Amelia Bones? Non. Ah bah voilà, tu vois, on n'a pas le même. Ah bah t'as pris qui? Amelia Bones. Ah ouais, ok. Pourquoi? Bah, parce qu'elle est du mauvais côté de ceux qui jugent. Ouais. Pourtant, elle est hyper impressionnée. Elle s'informe sur le patronus d'Harry. Et c'est elle qui appelle à savoir qui est contre... Enfin, j'ai l'impression qu'elle est quand même soucieuse d'Harry. Enfin, c'est une impression, en tout cas. Ouais. Et puis, tu sens qu'il y a beaucoup de pression émise par Fudge. Et elle reste droit dans ses bottes. Ouais, et d'ailleurs, elle finira assassinée. Hein. Bah oui. Amelia Bones. Donc, hommage à Amelia Bones. Ouais. Qu'aurait sa place dans l'ordre du Phénix, je trouve. Du coup, toi, c'est Dumbledore? Ah oui, moi, c'est Dumbledore. Moi, je trouve que Dumbledore... Sassy Dumbledore. Ouais, tu vois, le mème là de Dumbledore avec les lunettes et le pétard et tout. Bon, voilà, c'est vraiment son chapitre. C'est Dumbledore qui slay. Le pétard explique aux plus jeunes ce qu'est un pétard. Bah, un pétard, tu l'allumes, ça fait paf au 14 juillet. Ah oui, voilà. Ouais, voilà. Ah non, c'est dangereux si tu le mets à la bouche. C'est des cigarettes en chocolat. Non, je crois que sur Combini, ils appellent ça des sandwichs. C'est Dumbledore qui a un sandwich. Dumbledore qui slay comme le king qu'il croit être et qu'il est. Pourtant, parce que moi, c'est un personnage que j'aime pas trop, Dumbledore. Je trouve que c'est un Dumbledore. Oui, c'est un Dumbledore. Mais je trouve que c'est un personnage aussi qui a beaucoup de défauts. J'aime pas tout chez lui. Mais par contre,
Enfin, il est extrêmement intelligent et quand il s'agit de faire justice et puis de contrecarrer, par exemple là en l'occurrence un Fudge qui pète complètement un câble en tant que ministre, et il est présent de la plus belle des manières quoi. C'est-à-dire qu'il est pas là, il s'énerve pas comme Fudge, il est pas vindicatif, il est pas agressif, il est pas violent, et il est juste là pour faire régner l'ordre et la loi, tu vois, et pour rappeler la loi au ministre qui est censé l'appliquer quoi. Et voilà, j'adore. Et un renommage du chapitre. Ouais, j'en ai un, voire deux. Bah, garde le deuxième pour moi. T'en as pas? Ah, t'as pas le chat là pour t'aider? Bah ouais. Moi, ça serait Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 8, joute verbale. Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est plus dans la deuxième partie, donc celle que j'ai fait, où c'est vraiment un ping-pong entre Dumbledore et Fudge. Et sinon, du coup, le tien, je te le dis. Dumbledore writes attorney. Objection! Voilà, faut que tu T'as la dises ref? Bah, moi, je l'ai, mais je pense que la plupart des gens l'ont pas. C'est un jeu sur Nintendo, pas DS, mais oh là là. Je suis vraiment... Switch. Je fais mon âge dans cet épisode. Nintendo Switch, oui, c'est Phoenix Wright Attorney Trilogy. Oui, C'est très sympa. Ouais, c'est trop cool comme jeu. Objection. Objection. Oui, c'est un peu Dumbledore qui fait Objection. Et donc, du coup, c'est quoi ton deuxième titre? Ouais, c'était juste la loi quand ça t'arrange. Petit wink, 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 au vu de l'actualité. Hein? Fudge ouin ouin. Hein, Marine? La loi quand ça t'arrange? Non, c'est un complot. Ouais, c'est un complot. Oui. C'est un complot. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu disais la pire, c'est Ombrage. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Ombrage, dans une pensée complotiste, c'est elle qui vient de confirmer le complot. C'est-à-dire que, toi, tu pourrais très bien dire, ouais, le complot, c'est que c'est le ministère qui est responsable de l'attaque et qui a voulu que Harry soit renvoyé. Et Ombrage, elle, c'est elle qui vraiment, tu vois, va confirmer le complot, tu vois. Elle s'en fout. C'est vraiment, tu penses que ça peut pas arriver, mais elle est assez fucked up dans sa tête pour faire ce genre de truc, quoi. C'est-à-dire qu'elle a vraiment demandé à des détraqueurs d'aller attaquer Harry, quoi. C'est complètement dingue. Mais bon, des fois, la réalité dépasse la fiction. Et d'ailleurs, t'as eu ce choc mental quand t'as appris à nouveau, t'avais oublié que c'est bien Ombrage qui a lancé. Tu vois, c'est ça, parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Quand tu crois qu'elle peut pas être pire, elle est toujours pire, Ombrage. Elle va pas nous décevoir tout au long de ce tome 5. Et nous passons à la volière. Nous passons au premier hibou sonore, celui de Magali. Coucou la fréquence, c'est Magali ou Maguire à pointe sur Twitch. Première fois que je me lance pour un vocal, donc let's go. Je suis en train de relire La Chambre des Secrets et il y a quelque chose qui m'interpelle. En fait, je me suis toujours demandé si Lucius il avait vraiment conscience de ce qu'il avait entre les mains, si Lucius il savait vraiment que le journal potentiellement c'était un Horcrux. Est-ce qu'il est au courant que ça peut faire revenir leur Voldemort? Est-ce que c'est son but? Quelle est son intention en fait quand il donne le journal à Ginny? Enfin, je me suis toujours demandé si vraiment c'était le but ultime que de faire revenir Voldemort. Donc et puis pareil, je me demandais, j'en ai discuté avec ma sœur jumelle qui est une grande fan et qui écoute votre podcast aussi. D'ailleurs, c'est elle qui me l'a fait découvrir. Coucou Chlo. Je me demandais comment Ginny elle s'y prenait pour faire sortir le basilic et comment elle n'en est pas morte quoi. Alors elle me disait qu'elle imaginait Ginny sur le dos du basilic aéré comme ça dans la plomberie du château. Je trouve ça assez drôle comme image. Donc comment vous visualisez ça vous? En tout cas, merci pour votre podcast. Vous êtes vraiment géniaux. Votre histoire me fascine et à chaque fois, je suis trop émue d'entendre comment vous vous êtes rencontrés. Et je trouve ça trop magnifique. Je suis hyper reconnaissante que y ait le podcast et que ça ait découlé à ce podcast, que ça ait découlé à votre belle histoire. Enfin bref, c'est trop beau quoi. Donc continuez comme ça et longue vie à la fréquence. Gros bisous. Merci Magali, c'est trop gentil. Et on aime bien les bruits trop mignons du bébé derrière. Oui. Trop mignon. Du coup, en fait, la réponse, elle est donnée tout simplement par Dumbledore dans le 6e tome d'Harry Potter, les Horcruxes, chapitre 27. En fait, où il détaille tous les Horcruxes à Harry, en fait.
Et il précise que, donc c'est bien dit noir sur blanc, que Lucius ne savait pas ce qu'était vraiment le journal intime, ce que ça représentait vraiment, ce qu'était un Horcrux et ce qu'il pouvait avoir comme connaissance. Lui, Lucius, il a utilisé le journal intime parce que il avait un plan, mais contre Arthur Weasley, en fait. C'était de discréditer Arthur, de faire virer Dumbledore, et en plus, il se débarrasse d'un objet compromettant, en fait. Et du coup, Voldemort, quand il l'a appris, ça l'a énervé, parce qu'en fait, il a gâché un Horcrux pour ses besoins perso, pour sa vengeance perso. Donc voilà, la réponse, elle est donnée par Dumbledore. Et sinon, pour le basilic, j'avoue que on n'a pas vraiment de source qui nous dit... Enfin, moi, j'ai jamais imaginé, par exemple, que Ginny, elle pouvait... Genre, elle devait vraiment contrôler, genre être sur le dos du basilic, elle contrôlait. Moi, j'imagine plutôt un lien mental, en fait. Elle lui donne des ordres en lien mental et en fourche-langue avec la possession de Tom Jedusor. C'est vrai qu'on connaît pas les détails là-dessus. Alors, Tom Jedusor lui a expliqué comment faire via le journal, mais c'est vrai que le basilic, quand tu le libères, quand il a vu Ginny pour la première fois, il aurait pu la tuer en vrai. Donc c'est vrai, je ne sais pas trop. J'imagine par exemple dans Mode Canon un peu là comme ça, c'est que Tom Jedusor a dû lui dire faut pas que tu le regardes dans les yeux. Donc je pense que c'est Ginny qui devait détourner le regard. Mais en tout cas, c'est un lien mental pour toi aussi. Genre, elle avait pas de contact avec le basilic. Tu penses aussi qu'elle le chevauchait comme ça? Ah non. Mais par contre, elle ouvrait le passage dans la... Oui. Dans les toilettes du 2e étage. Mais c'est pas elle, qui le guidait physiquement pour aller vers ses prochaines victimes, en fait. Non, et puis... C'est un lien mental. Ouais, mais ça a toujours été flou d'ailleurs, c'est que... je veux dire, comment le basilic, il sait qui sont les nés moldus, quoi. Il a un radar. Ouais, ça m'a toujours paru un peu bizarre. C'est mon mot de l'épisode, un radar. Parce que Tom Jedusor, lui, il pouvait guider peut-être le basilic, mais Ginny, c'est quand même compliqué de guider à distance Ginny par le journal pour les... Attends, c'est qui les victimes? C'était le petit là, Colin Crivet. Au début, c'est Miss Ten, mais c'est en mode... tu vois, pour... Oui, c'est un accident, Miss Ten. C'est pour avertir que la chambre des secrets va être ouverte. Après, il y a eu Colin Crivet qui est bien un émoldu. Il y a mais Justin c'était de... Finchley qui est bien un émoldu. Oui, mais ça, c'était de notoriété publique. Oui, mais la question, c'est est-ce que les indications de Tom Jedusor ont été au point de... Est-ce que ça targetait ces élèves-là? Oui, parce que pour moi, il était connecté à l'esprit de Ginny, en fait. Ah ouais. Donc, il avait les informations dans l'esprit de Ginny avec... bon, après, ça, c'est moi de canon aussi. Hein. Ouais. Non, mais ça fait sens, c'est que peut-être effectivement que Justin, Colin, même Hermione, peut-être qu'elles ont été targetées. Ouais. Justine. Mais oui, après, effectivement, elle était manipulée, donc à bout d'un moment, il y avait une vraie emprise, ouais. Donc ouais. Et puis sinon, juste sur Lucius, le seul truc que je pourrais rajouter, c'est que si il savait que le journal avait été un Horcrux et que ça avait le pouvoir de ramener Voldemort, il l'aurait jamais sorti de son manoir, il l'aurait gardé soigneusement et il serait fait oublier. Le simple fait qu'il s'en serve prouve qu'il savait pas que c'était un Horcrux. Et qu'il savait pas que Voldemort allait revenir. Non, et puis il veut surtout pas que Voldemort revienne. Enfin, c'est ça, c'est que Lucius Malfoy, il a jamais été aussi bien que depuis que Voldemort est plus là, en fait. Ouais, et puis il avait trop de projets, il devait tourner dans The White Lotus. Donc full projet, en fait. Le retour de Voldemort, ça a tout contrecarré. Lucius Malfoy, là, avant le retour de Voldemort, il a son prime, quoi. Donc en fait, c'est pas du tout dans son intérêt que Voldemort revienne. Lui, ce qu'il aime bien, c'est par exemple se foutre sous une cagoule et martyriser des moldus à la Coupe du Monde de Quidditch. Lui, il aime bien faire ce genre d'éclat. Mais par contre, redevenir le serviteur du Seigneur des Ténèbres, il risquait de mourir à chaque jour. Non, il veut pas revenir à cette époque-là. Donc, utiliser un Horcrux, s'il avait su, il l'aurait pas fait. Allez, on écoute maintenant le hibou sonore de Rosalie. Coucou la fréquence, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Rosalie et je me posais cette question. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 5, le chemin de traverse,
Harry et Hagrid pour aller sur le chemin de traverse, dans l'arrière-cour du chaudron baveur pour, avec le parapluie rose de Hagrid, tapoter sur une des pierres du mur, donc pour ouvrir le passage. Sauf que l'aîné moldu, je me demandais comment il faisait pour y accéder, pour aller sur le chemin de traverse, parce que ça nécessite une baguette. Et donc voilà, c'était ma question. Moi, j'ai découvert Harry Potter pendant le confinement, donc ça fait assez longtemps. Et j'ai découvert votre podcast cet été, et ça m'a vraiment replongé dans l'univers d'Harry Potter. Donc voilà. Sinon, continuez comme ça. Voilà, j'espère que vous pouvez arriver jusqu'au tome 7. Et à bientôt. Merci Rosalie pour ton message et ta question, qui est comment les nés moldus font pour aller sur le chemin de traverse sans baguette. Les éléments que je pourrais te donner, c'est que les nés moldus peuvent être accompagnés par quelqu'un de l'école. On le sait parce que Dumbledore, il le propose à Tom Jedusor. Alors Tom n'est pas un né moldu, mais c'est un orphelin. Il vit à l'orphelinat. Et d'ailleurs, Tom Jedusor a dû demander à quelqu'un au chaudron baveur de lui ouvrir le passage parce que, en fait, il y va tout seul à Londres quand il a 11 ans. Mais du coup, il y va pour acheter sa baguette magique. Donc, en fait, il n'en a pas. Et donc, on peut imaginer, ça se trouve, c'est le Tom de l'auberge qui lui a ouvert le passage parce qu'il faut une baguette magique. Mais sinon, en temps normal, parce que là, c'est assez exceptionnel que le jeune Tom Jedusor, il avait aucune connaissance du monde de la magie, mais il se rend quand même tout seul sur le chemin de traverse, c'est exceptionnel. La plupart du temps, je pense que les enfants et les parents aussi sont accompagnés par quelqu'un de l'école, que ce soit Dumbledore. Ah ouais, tu penses ? Bah oui, parce que il faut bien les orienter. Mais ça, c'est connu parce que, en fait, si un nez moldu a sa place à Poudlard, donc imagine, par exemple, toi, tes parents sont moldus, normalement, t'es censé aller dans le collège du quartier. Ils vont pas se contenter de t'envoyer un hibou au collège de sœurs. Voilà, le collège de sœurs. Donc voilà, c'est prévu. Tu sors du CM2, tu dois aller au collège de sœurs à la rentrée prochaine en 6e. Ils se contentent pas de t'envoyer un hibou pour te dire que t'as ta place dans une école de magie. Je veux dire, ça va pas le faire pour tes parents. Donc en fait, ils se déplacent. Donc, oui, mais se déplacent pour annoncer l'inscription de leur enfant. Voilà, c'est ça. Oui, mais pour le chemin de traverse. Je pense pour le chemin de traverse, ils doivent proposer. On peut vous accompagner pour acheter les fournitures scolaires, si vous le voulez, à moins que vous vouliez être indépendant. Et dans ce cas-là, on vous donne toutes les indications pour trouver le chaudron baveur et tout. Mais je pense qu'il y a au moins cette possibilité d'être accompagné. Parce que, Rosalie, t'as raison, il faut une baguette magique pour accéder au chemin de traverse de toute façon. Donc, quand tes parents sont moldus et que toi, t'en as pas encore de baguette, t'as bien besoin qu'on t'aide. Ah non, pardon, j'ai bugué. J'allais dire une énorme bêtise. J'allais dire, mais Hagrid, il peut pas rentrer, il a pas de baguette. Si, il a son parapluie rose, comme dit Rosalie, justement. Mais oui. Ouais. Et après, une fois que t'as ta baguette, je pense que tu peux faire entrer des moldus qui t'accompagnent, peu importe qui, que ce soit tes parents ou autres. Et c'est comme ça, par exemple, que fait Hermione pour faire entrer ses parents sur le chemin de traverse dans le tome 2, parce qu'on sait que les parents d'Hermione sont au chemin de traverse. Et Arthur, il est là, oh oui, je vais taper la discute avec tes parents, super, des moldus. Donc voilà, on sait que les moldus peuvent accéder aussi au chemin de traverse. Donc il suffit juste d'un sorcier avec une baguette pour leur ouvrir l'accès. Voilà. Et nous passons au hibou sonore de Zoé. Coucou la fréquence et à l'invité. Je m'appelle Zoé et je vous écoute depuis mes 10 ans. Je viens d'en avoir 16 cette année. J'ai une question qui m'est venue en re-regardant les films. Comment les sorciers arrivent-ils à cacher leurs plus grands bâtiments comme le ministère de la magie ? Est-ce que ça fonctionne comme Poudlard ? Merci de votre réponse et continuez comme ça, je vous adore. Merci Zoé pour ton hibou. Alors moi, j'ai pas trouvé de source canon. Toi, t'en as trouvé ? Après, c'est que du cas par cas en vrai. Parce que, en fait, moi, je me suis appuyée. Alors, j'ai pas trouvé de source dans Pottermore, mais je me suis appuyée sur une anecdote pour faire une théorie. Parce que dans Pottermore, ils expliquent que pour faciliter l'acheminement des élèves jusqu'à Poudlard, donc en fait, en gros, ils expliquent comment ils ont volé le Poudlard Express, en fait, le train pour le transformer en Poudlard Express. Et en fait, ils expliquent que la ministre de la magie de l'époque, Otaline Campbell, elle a autorisé une mission secrète lors de laquelle sont jetés 167 sortilèges d'amnésie,
donc pour le vol, est le plus grand charme de camouflage collectif jamais réalisé en Grande-Bretagne. Donc je me dis, est-ce que pour les bâtiments, ils n'utilisent pas le charme de camouflage? Oui, c'est possible. D'ailleurs, j'aime bien cette anecdote dans l'article de Pottermore parce que c'est pour littéralement voler un train au Moldu. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont eu la flemme, j'imagine, d'en construire un, ils l'ont volé. Hein. Voilà. Bah, c'est même pas construire un parce qu'ils savent pas en fait. Oui, ils savent pas. Ils ont tellement pas de technologie qu'en fait ils savent pas. Ouais, c'est fou. Oui, des sortilèges de camouflage, oui, c'est le cas pour Poudlard. On sait par exemple que si un Moldu s'approche de Poudlard, ça apparaît comme une vieille ruine délabrée. Donc, j'imagine que c'est une magie similaire à celle qui a été opérée, par exemple, sur les Moldus pour voler le Poudlard Express. Donc, Poudlard est protégé par des sortilèges comme ça. On a aussi l'exemple de la Coupe du Monde de Quidditch. Si des Moldus se retrouvaient à proximité du stade, je crois que le sortilège, il opérait de sorte à ce que tu penses à un truc urgent à faire et donc, du coup, tu fais demi-tour. Voilà, on est un peu sur cette veine-là. Mais après, c'est du cas par cas parce que il n'y a pas forcément des sortilèges repousse moldus de nécessaire. On a parlé du chemin de traverse. Le chemin de traverse, ça se fait par le chaudron baveur. Sauf que le chaudron baveur, c'est juste un truc un peu miteux, caché, qui intéresse pas les moldus. Donc, du coup, voilà. Du coup, les moldus, ils passent à côté. Pareil pour l'entrée de Sainte-Mangouste. C'est l'hôpital. C'est une vieille boutique de vêtements abandonnée à Londres. Donc, du coup, les moldus, ils passent devant, ils y font même plus gaffe. Sauf qu'en fait, c'est une entrée, il faut parler au mannequin pour rentrer dans l'hôpital. Mais là, est-ce que du coup, le camouflage, c'est pas un peu plus strict vu que c'est des bâtiments, un peu sensibles au niveau sécurité? Ouais. On a un exemple qui est hyper bizarre, c'est, je sais pas si tu te souviens bien, moi plus trop d'ailleurs, faudrait que je revoie la scène, c'est le MACUSA, le ministère américain dans les Animaux Fantastiques. C'est un vrai bâtiment à New York. Je sais plus comment s'appelle ce bâtiment d'ailleurs, son nom m'échappe. Et en fait, c'est un bâtiment connu de la ville, tu vois. C'est comme, tu rentres dans l'Empire State Building, disons, c'est pas celui-là, mais voilà. Et en fait, si t'es un sorcier, t'es le tourniquet d'entrée, mais en fait, il te fait rentrer dans un bâtiment parallèle, mais tu te situes bien dans ce bâtiment-là. Oui, ça peut être ça aussi. Ouais. La magie, elle est sans limite, en vrai. On le voit, par exemple, dans les Animaux Fantastiques. Donc, je pense que c'est que du cas par cas. Des fois, il y a des repousses moldus, des fois, c'est une magie assez particulière, comme pour le MACUSA, quoi. On passe au dernier. Il nous a été envoyé par Léane. On l'écoute tout de suite. Coucou la fréquence, j'espère que vous allez bien et que votre enregistrement se passe comme il se doit. Je m'appelle Léane et je viens du Québec dans un trou perdu, mais vos podcasts m'accompagnent dans les jours de pluie, les jours de soleil et les énormes tempêtes de neige qui nous tombent dessus. Donc aujourd'hui j'avais une question un petit peu trash pour vous, j'espère que vous allez pouvoir avoir des petites théories. Donc je me demandais si Voldemort y avait été décidé de tuer Harry comme un humain quand il y avait 1 an, est-ce que la protection de Lily, elle aurait fonctionné? Si, mettons, il s'est dit, OK, là, Avada Kedavra, ça marche pas. Il aurait pu juste dire, OK, on va le tirer par, je sais pas, là, I guess, on va le tirer dans les escaliers ou par la fenêtre, puis le tuer comme de manière humaine. Désolée, ma question est vraiment, vraiment trash. Mais, voilà, passez une belle journée. Il aurait pu le tuer humainement. Passez une belle journée. Merci, Léane. Nos cousins québécois. Eh oui, toujours un plaisir. Alors, nous, on est ensemble. On n'a pas de tempête de neige sur la côte normande, mais ça fait voyager. C'est cool. Et on adore. Mais on a des petites tempêtes quand même sympas, là. On expérimente. Oui, on a du vent, mais rien, je pense, comparé au Québec. Ah oui, non, mais certain. Mais quand même, depuis qu'on est là, on a eu quand même 3 grosses tempêtes assez impressionnantes quand même. Ouais. Mais qui déplace la plage. Ouais. Mais c'est toujours un plaisir d'entendre le doux accent québécois parmi nos auditrices et nos auditeurs. On adore. Alors, question qu'on adore ici, c'est le genre de question qu'on kiffe en vrai. Est-ce que Voldemort aurait pu tuer Harry en mode moldu, genre le faire tomber d'un escalier, d'une fenêtre, lui tirer dessus, etc. Alors moi, je pense que oui, mais ça dépend de quoi on parle. Je pense que le soir où il a essayé de tuer le bébé Harry,
je pense pas que ça aurait marché même s'il avait eu un gros gun, quoi, disons. Parce que je pense que la magie, elle est quand même ultra puissante, surtout que là, on parle de la magie la plus puissante qui soit, selon Dumbledore, celle de l'amour, du sacrifice d'une mère, en plus de ça. Donc je pense que ça peut protéger des balles, quoi. Je le vois un peu comme ça. Et s'il avait tenté de l'approcher, il y aurait peut-être eu un dôme. Ouais, je pense, là, j'arrive pas à concevoir que si Voldemort avait utilisé une arme moldue le soir où il a essayé de tuer Harry. Mais de toute façon, je c'est pense pas que ça aurait inconcevable. réglé. On avait déjà eu se dire, mais en fait, Voldemort, il a qu'à prendre un gun, Oui. il attrape Harry dans la rue et boum, quoi. Ouais. Mais en fait, il exècre tout ce qui est moldu, en fait. Donc, du coup, pour lui, ça serait s'abaisser à utiliser quelque chose que les moldus ont créé et utilisent pour C'est ça, ses fins. En fait, il pense pas une seule fois l'éliminer avec une arme moldue, Ouais. Harry, ni quand il est bébé, ni après. Parce que ouais, ça serait comme une sorte d'insulte, de se rabaisser au moldu. Enfin, Tu l'as tué comment, Harry? Moi, j'ai pris un gun et tout. Ouais. Oh, la honte! Non, mais pour lui, c'est des sous-êtres, les moldus. Donc, voilà, c'est impur. Leurs armes sont impures pour lui. Après, effectivement, donc, je pense que ça aurait pas marché quand il était bébé. Par contre, je pense que ça aurait marché après. C'est-à-dire que, effectivement. Oui, carrément. Oui. Vraiment, ça aurait. Voilà. Mais il aurait pu le faire s'il n'avait pas eu cette haine envers les moldus. Ouais. Après, on pourrait objecter quand même que les sorciers, de manière générale, ont des protections magiques qui sont quand même ultra puissantes, au-delà du sacrifice de Lily, comme on parlait ce soir-là. Bon, ça, le soir du meurtre, on l'oublie. Mais on peut le voir quand même qu'un sorcier aguerri, il peut sans doute se protéger d'une arme à feu. Et on a un exemple là qui m'est venu en tête, c'est Hagrid. Dans le 1, il y a quand même Vernon qui lui tend un fusil et Hagrid, il le prend à la rigolade, quoi. Oui, mais là, c'est sa force exceptionnelle à Hagrid. C'est un demi-géant. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, Vernon, il peut lui tirer dessus à n'importe quel moment et il a pas l'air... Ouais, mais c'est un demi-géant. Il a une force surhumaine, je pense. Ah, peut-être puis la peau qui ouais. est épaisse. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, Harry, même si ça s'avère être un sorcier puissant assez jeune, je pense que tu lui tires dessus, il meurt. Hein. Donc en fait, il suffit de le tuer. Donc, il suffit. Donc si tu le surprends en lui tirant dessus, je vois pas comment il peut s'en sortir, ou si tu l'écrases avec un semi-remorque, il a pas le temps de réagir. Ça peut être un sorcier, je pense qu'il meurt. Sa vie, c'est destination finale. Ouais. Version Voldemort. Ouais. Il évite tous les pièges que Voldemort lui fait. Genre les troncs d'arbres sur la route qui tombaient d'eux. Mais ouais. Donc oui, ça aurait pu être possible. Si tu peux tuer Harry comme ça, tu peux même tuer Voldemort comme ça. Enfin, lui, il a ses Horcruxes, mais bon, voilà. Tu peux tuer, en tout cas, Harry de cette manière. Mais c'est clair, en plus, alors, j'incite pas au meurtre. Hein, voilà. Si, je sens que tu vas inciter au meurtre, mais vas-y. Mais genre je sais pas, n'importe qui de l'ordre... Genre Sirius, de l'ordre du Phénix, pas notre chat. Oui. Genre lui, il s'en fout, il a pas une haine moldue. Il prend un flingue, il se met devant Voldemort, il attire dans un piège et basta, plus d'histoire. Et surtout qu'il y a un truc vraiment dans tout le tome 7, c'est que... Tu le mets dans un piège, tu pilotes un drone, bombe, fin de l'histoire. Il y a tout un truc dans le tome 7 où, tu sais, Voldemort se rend compte qu'il ne peut pas attaquer Harry avec sa baguette. Donc, il y a eu le Priori Incantatum dès le 4. Et en fait, dans le 7, au début du 7, quand il y a la bataille des 7 Potters, tu sais, il emprunte la baguette de Lucius Malfoy. Il essaye de tuer Harry avec la baguette de Lucius Malfoy, et c'est la baguette de Harry qui agit d'elle-même pour défendre Harry. Et en fait, il se dit, changer de baguette, ça résout pas le problème parce qu'on reste jumeaux, tu vois. Et donc, du coup, c'est là où il part en quête de la baguette de Furo, parce qu'il se dit, avec la baguette la plus puissante du monde, je vais réussir à contrecarrer le fait qu'on soit jumeaux de baguette magique. Sauf que il va trop loin, parce que effectivement, il suffit qu'il aille chercher une hache, un semi-remorque ou un fusil à pompe et c'est réglé. Mais bon, on va dire que c'est Voldemort. On est dans la magie. Voilà, il faut rester dans la magie et il faut pas s'abaisser au mode de vie moldu. Ça tombe bien parce que je pense qu'effectivement, en termes d'histoire, je vois pas ce qui pourrait empêcher de tuer Harry de cette manière-là. Restez avec nous, les amis, parce qu'on a 2 annonces à vous faire.
En tout cas, cette volière est terminée. Pour candidater, comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer un message vocal d'1 minute par mail ou un MP sur nos réseaux. Suivez-nous sur Instagram si c'est pas encore le cas. Et on est aussi sur Facebook et sur Twitter, mais je pense que notre temps est compté sur Twitter, enfin X. Ouais, je crois qu'on va se barrer. Et notre serveur Discord aussi vous est ouvert pour parler d'Harry Potter et autres avec les auditeurs et auditrices du podcast. Tout est en description si vous cherchez un porte au loin. Bon là, c'est pas le cas, mais on enregistre la plupart de nos épisodes en live sur Twitch. Et j'annonce, je compte reprendre un peu les streams parce que ma vie a un petit peu changé et tout. Et je vais avoir plus de temps voilà, à consacrer au podcast et à Twitch, donc c'est cool. Là aussi, c'est en description si besoin, le petit lien qui va bien. En attendant, vous pouvez aussi communiquer avec nous en laissant des étoiles et des commentaires sur votre appli d'écoute. Merci à toutes celles et ceux qui commentent les épisodes sur Spotify. On lit tout, on répond aussi, donc n'hésitez pas. Au-delà de la volière, c'est toujours un plaisir de lire vos réactions sur les réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir de l'ombre et à nous écrire, on adore ça. Sur YouTube aussi, bref, on peut pas vous répondre quand vous ragez en voiture, dans les transports, sous votre douche, quand vous faites la vaisselle ou quand vous vous couchez. Oui, on vous voit, ça devient creepy, donc j'arrête là les exemples. Mais vous pouvez réagir par message, ça gonfle l'algorithme en plus, donc c'est cool. Et voilà, et nous envoyer des messages, c'est déjà bien pour interagir. Pour discuter en direct avec nous, vous pouvez aussi candidater pour nous rejoindre en tant qu'invité sur un futur épisode. Il suffit de nous envoyer un vocal de présentation de 2 minutes maximum, s'il vous plaît. Soit par mail, soit sur notre serveur, enfin c'est un peu le vôtre aussi, enfin c'est beaucoup le vôtre même, sur votre serveur Discord. C'était un enregistrement un peu spécial cette fois avec juste nous deux, mais comme vous le savez, la plupart du temps on invite des auditeurs à distance, donc pourquoi pas vous ? L'attente peut être longue parfois, donc on vous recommande d'anticiper et de ne pas trop tarder à nous envoyer votre message. On l'a un peu teasé, mais on va faire quelques épisodes en public cette année, c'est ça un peu les annonces. À ton annonce aussi. Voilà, sur Twitch. Tu vas avoir plus de temps pour le podcast. Ouais. C'est un autre moyen de se rencontrer, évidemment, les événements et de discuter dans un cadre sympa. Le premier, ça sera à l'occasion des 25 ans de la Gazette du Sorcier, le samedi 27 septembre à Noisiel, en région parisienne. Voilà, si vous avez raté ça sur les réseaux. En plus, on va rencontrer notre ami Frédéric du podcast québécois En attendant ma lettre de Poudlard. Elle va faire le déplacement, donc ça va être trop cool. Et on va rencontrer aussi, en vrai, Brian, vous savez qui. Ouais. Donc c'est trop cool. Les gens qu'on a eu à distance et tout, on va pouvoir enfin les rencontrer. Même si on l'aura vu un petit peu avant. Oui, on l'aura vu avant pour quelque chose qu'on vous dira plus tard au moment voulu. C'est pas un événement public, mais on l'aura vu avant. Mais je crois qu'on pourra mettre quelques stories pour les gens. Bien sûr. Justement, c'est fortement conseillé. Il n'y a pas de secret. Les billets sont en vente à l'heure actuelle pour les 25 ballets de la Gazette du Sorcier. Allez checker ça si ça vous intéresse. Et on sera aussi au bal des sorciers cette année encore, les 18 et 19 octobre prochains. Ça sera de nouveau à l'Abbaye Royale du Moncel, c'est dans l'Oise. Les passes sont parties très vite, mais jetez un œil, on ne sait jamais si on a des nouveaux en vente. Et cette fois-ci, on ne sera pas dans le grenier où il y a des gros frelons. Ah oui. On sera sur scène. Oui, il y aura une petite scène, il y aura un petit La peu de pression. Là, on est vraiment mis en avant et tout, donc c'est trop cool. Si vous aimez en tout cas ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, comme vous savez. Pour 4 € par mois, vous débloquez la trentaine d'after-show qu'on a enregistrés jusqu'à présent. Ouais. Vous imaginez pour 4 € une trentaine d'épisodes ? On en a 37 pour être précis à l'heure actuelle. 37 podcasts. Et en plus, pour voir les vidéos, pour nous voir réagir et tout, pour me voir genre bailler, faire des grimaces quand je suis pas contente, pour faire des signes à Jérémy. C'est super intéressant la vidéo, vous allez voir. Les coulisses, c'est génial. Bon, et tous les prochains à venir, bien sûr, avec ce forfait. Vous accédez aux enregistrements vidéo, comme j'ai dit, et plus largement, vous permettez à Jérémy et moi de professionnaliser ce que l'on fait. C'est un petit rêve qui devient réalité grâce à vous. Et bon, on annoncera finalement quand on sera sûr, mais Jérémy va peut-être se professionnaliser pour le podcast et on croise les doigts que son projet réussisse, tout simplement. Donc voilà, on croise les doigts, mais ça devrait bien se passer mi-année. Ça devrait être OK. Il va être plus présent et tout, et on va pouvoir se développer et être plus avec vous. Et ça va être trop, trop cool. Et notamment, je tiens à remercier encore une fois les Patronus, parce que vraiment, c'est grâce à vous
où on peut penser en fait à professionnaliser le podcast et vraiment à donner plus de temps à notre projet. Donc vraiment, vous imaginez même pas ce que vous faites en fait pour nous. Donc merci. Et ouais, en gros, je vais pouvoir d'ici, pas tout de suite encore, mais prochainement, voilà, vraiment assez rapidement, d'ici les prochaines semaines, je vais pouvoir me consacrer vraiment au podcast à temps plein, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc que je ferai le soir ou en week-end. Voilà, je vais me consacrer à ça. Donc c'est trop cool. En tout cas, on essaye. Ça se trouve, ça marchera pas, mais voilà. En tout cas, on essaye. C'est un risque à prendre, parce que sincèrement, faudra peut-être se serrer un peu la ceinture pour continuer. Mais en tout cas, c'est un risque qu'on est prêt à prendre pour développer ce super projet en fait, et pour développer la commu et faire des trucs trop cool, plus de déplacements. On a envie de faire développer le truc aussi, ouais. Faire des lives en public dans des petites salles. Enfin, on a tellement de projets en tête. Les goodies aussi, mais ça, il faut avancer de l'argent. Enfin, le merch, faire un site internet. Ouais, on a tellement de projets, mais quand on regarde les prix de tout, c'est incroyable. Ouais, puis ça demande un petit peu de temps, donc surtout du temps. Moi, de mon côté, je me lance pour me consacrer plus de temps à ça, et puis de vraiment de professionnaliser ça. Donc c'est cool. Et puis bon, on prend le risque, mais on part avec un peu plus d'assurance du fait que vous nous souteniez déjà sur Patreon, et ça c'est quand même grâce à vous. Donc, si vous arrêtez, si vous enlevez votre 4 €, on meurt de faim. Non, je plaisante. Ah ouais, on va commencer à faire on meurt comme les Tamagotchi. Comme les Tamagotchi. Ouais. On va faire du chantage affectif comme ça. Notre page Tipeee reste elle aussi ouverte. Merci aux tipeurs. On vous oublie pas, parce que tant qu'il y a des tipeurs, on la laisse, cette page. L'unique contrepartie sur Tipeee, c'est d'être cité à chaque fin d'épisode, comme vous le savez sûrement. Merci aux irréductibles Corsetilou, Marinette, Lucie Dispirit, Bispac, Lucie, Aurélien, Pokipims, Errol, Sophie, Mugiwara, James, Pamela et Chloé. Merci. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais pour le moment, vous êtes quand même, tous ces noms-là, et vous êtes fidèles, parce que... toujours les mêmes depuis le début. C'est toujours les mêmes. Les fidèles, merci. C'est devenu une habitude à chaque fin d'épisode. Trop cool. Limite, on connaît les noms par cœur. Bah oui, je pourrais le faire en fermant les yeux. Notamment, moi, Mugiwara et Pokipims, parce que je dis Pookie au lieu de Pokipims. Alors, on a des nouveaux tipeurs, mais je crois qu'il y a un truc, si vous nous soutenez sur Tipeee, je crois qu'il faut cocher la case pour être visible pour tout le monde. Il y a un mode anonyme. Ouais, si vous vous mettez en anonyme, on vous cite pas, donc voilà, pensez-y, si vous nous rejoignez ou si vous voulez mettre à jour votre compte Tipeee. Donc, quant à nous, on se retrouve soit pour l'after show sur les théories farfelues qui sortira la semaine prochaine sur Patreon, ça va être trop marrant, soit pour le chapitre 9 de l'Ordre du Phénix qui s'intitulera Les malheurs de Madame Weasley. On espère que c'est plutôt du bonheur qu'on vous apporte avec notre petite fréquence. On se retrouve très vite, les amis. À bientôt.